Imaginez un endroit en vous, un centre de commandement silencieux et ferme, tel un phare au milieu d'une mer en furie. Les vagues de la vie peuvent frapper avec rage, les vents de la critique peuvent souffler, mais la lumière intérieure reste stable, inébranlable. Que se passerait-il si vous pouviez vivre à partir de cet endroit? Souvent, chaque commentaire, chaque petit échec, semble transpercer notre peau. Et quand cela arrive, nous livrons notre pouvoir, notre énergie vitale, à des événements et des personnes en dehors de nous. Nous laissons le monde extérieur dicter notre paix intérieure. Le voyage que nous proposons ici, inspiré par la psychologie profonde de Carl Jung, ne consiste pas à construire des murs pour ne rien sentir. Il s'agit d'un changement interne fondamental. Il s'agit de se déplacer de votre moi réactif, cette partie de nous qui prend tout à cœur, vers une nouvelle position, celle d'un observateur calme, aligné sur votre moi plus profond, le centre de toute votre personnalité. Ainsi, quand nous parlons d'être inébranlable, nous ne parlons pas de froideur ou de ne pas avoir d'émotion. Au contraire, nous parlons d'apprendre à ne pas nous identifier à nos réactions automatiques. Nous parlons de reconnaître ce que Jung appelait des complexes, nos blessures émotionnelles, nos boutons sensibles qui, une fois pressés, nous font exploser. La promesse est simple et puissante. Apprendre à naviguer à travers les tempêtes de la vie, sans perdre son centre, avec moins de pensées circulaires, moins d'explosions émotionnelles et surtout, avec plus de pouvoir de choix. Ce chemin implique d'apprendre l'art de la pause, de visualiser un moi plus serein, de cesser de nourrir les déclencheurs qui nous volent notre énergie et de pratiquer quotidiennement la construction d'une présence forte et silencieuse. Le résultat est double. D'une part, vous vous protégez de la manipulation et du chaos du monde. D'autre part, et c'est le plus important, vous vous appropriez vous-même, agissant avec un but qui vient de l'intérieur. La question qui va nous guider est la suivante. Est-ce que je réagis à partir d'une vieille blessure, ou est-ce que je choisis ma réponse à partir de mon moi plus sage? Pensez aux complexes de Jung comme à des mines terrestres émotionnelles, cachées dans le champ de notre esprit. Ils sont formés par des souvenirs douloureux, des croyances limitantes et des émotions intenses, tout cela regroupé autour d'un thème, comme le rejet, l'échec ou l'injustice. Quand une situation présente marche sur l'une de ces mines, elle explose. À ce moment-là, nous perdons le contrôle. Ce n'est plus nous qui conduisons, c'est l'émotion du complexe qui prend le volant, nous faisant réagir de manière excessive et que, souvent, nous regrettons par la suite. La clé pour désamorcer ces mines est la pratique de la désidentification. Il ne s'agit pas de nier ce que l'on ressent, mais de prendre du recul et d'observer. Au lieu de penser « je suis la colère », vous apprenez à penser « je sens l'énergie de la colère passer à travers moi ». Ce petit changement de perspective crée un espace vital. Dans cet espace, vous n'êtes pas votre émotion, vous êtes la conscience qui observe l'émotion. Les personnes que nous admirons pour leur calme sous la pression, celles qui semblent inébranlables, vivent à partir d'un lien fort entre leur conscience quotidienne et leur moi plus profond et sage. Leur conscience n'est pas kidnappée par les drames émotionnels car elle reste ancrée dans une sagesse plus grande. Pensez à deux scénarios. D'abord, une insulte en public. La réaction automatique, l'explosion du complexe, serait de contre-attaquer, de se défendre, de se sentir humilié. La réponse choisie à partir de votre centre, le silence calme, n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. En refusant de réagir, vous coupez l'énergie de l'agresseur et maintenez votre dignité intacte. Maintenant, pensez à un grand échec professionnel. Un complexe d'infériorité pourrait crier « Je suis un échec ». La perspective de votre moi plus profond voit la situation différemment. Ceci a été un événement, un apprentissage douloureux, mais ce n'est pas mon identité. L'échec devient une information, une matière première pour votre croissance. Pour cultiver cela, utilisez des outils simples. La micro-pause, avant de réagir, respirez profondément et demandez « Cette réaction sert-elle mon but supérieur ?» Utilisez un langage d'observation. Je note une constriction dans ma poitrine. Je sens de la chaleur sur mon visage. Et visualisez-vous comme une figure sereine et forte, comme un roi ou une reine qui gouverne son royaume intérieur avec sagesse. Plus votre conscience s'alignera avec votre essence,
moins vous serez une marionnette des circonstances. Le pouvoir qui en est n'a pas besoin de cris. C'est une présence calme qui, par elle-même, met de l'ordre dans le chaos. Cette idée nous mène directement à la pratique du détachement émotionnel. Et il est très important de bien comprendre ceci. Se détacher n'est pas réprimer ce que l'on ressent. Tenter de pousser une émotion vers le bas est comme essayer d'enfoncer un ballon de plage dans l'eau. Tôt ou tard, il va jaillir à la surface avec beaucoup plus de force. Le détachement est différent. C'est la capacité de ressentir l'émotion pleinement, mais sans lui obéir. C'est la différence entre se noyer au milieu d'une tempête et être en sécurité à l'intérieur d'un phare, observant la force des vagues, depuis un endroit de stabilité. C'est le mouvement qui consiste à sortir de l'émotion pour en devenir le témoin. À chaque moment de provocation, à chaque défi, nous avons un choix. Laisser une vieille blessure nous entraîner dans son drame, ou maintenir la souveraineté de notre espace intérieur. Nous devons apprendre à construire et à protéger ce sanctuaire intérieur, un espace sûr en nous où le chaos du monde ne peut pas entrer. Pensez à l'histoire d'un entrepreneur qui a perdu tout ce pour quoi il a travaillé pendant des années. Se fondre dans l'événement serait de penser « Ma vie est finie, je suis un échec ». Le détachement émotionnel permet une perspective différente. J'ai traversé un échec dévastateur, mais cet événement ne définit pas qui je suis. Cette attitude lui permet de ressentir toute la douleur de la perte sans être détruit par elle. Et c'est à partir de cette force qu'il trouve l'énergie pour recommencer. La méthode pour pratiquer cela a 3 étapes. D'abord, reconnaissez la vague. Quand une émotion forte surgit, au lieu de réagir, nommez-la simplement. C'est de l'anxiété, c'est de la tristesse. Sentez-la dans votre corps. Est-ce un nœud dans la gorge, un poids sur la poitrine? Deuxièmement, créez de l'espace. Utilisez votre respiration comme une encre. Chaque inspiration et expiration lente est comme un pas en arrière, créant une distance entre le déclencheur et votre réponse. Troisièmement, choisissez votre réponse. Depuis ce lieu de calme, demandez « Quelle est l'action la plus sage maintenant ?» Celle qui est alignée avec la personne que je veux être. Les bénéfices sont énormes. Moins de stress, plus de clarté mentale et une capacité beaucoup plus grande à persister face aux défis. En retenant l'émotion sans agir par impulsion, en maintenant la tension entre ce que l'on a envie de faire et ce que l'on devrait faire, nous permettons à une troisième voie, une solution plus sage et créative, de surgir. Et cela nous mène à un outil puissant qui, à première vue, peut sembler froid, l'indifférence consciente. Mais ne vous y trompez pas. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être apathique ou de ne pas s'en soucier. Au contraire, c'est une discipline rigoureuse pour décider ce qui mérite votre précieuse énergie. C'est l'art de séparer le signal du bruit. Une manière incroyablement efficace de le faire est de vous demander quand quelque chose vous perturbe. Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? La réponse à cette question est un filtre puissant. Vous découvrirez que l'écrasante majorité des choses qui vous volent votre paix aujourd'hui ne passeraient pas ce test. Ce ne sont que des drames passagers. Une grande partie de notre souffrance vient du fait que nous projetons nos propres problèmes sur les autres. Les projections sont des parties de nous, nos insécurités, nos peurs, nos désirs non réalisés, que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes et que nous voyons donc chez d'autres personnes. Quand quelqu'un nous irrite profondément, il est fort probable que cette personne fonctionne comme un miroir pour une partie de notre propre ombre, que nous ne voulons pas voir. Le travail de la maturation est d'apprendre à récupérer ces projections. Imaginez que votre énergie est comme de l'eau. Chaque fois que vous réagissez intensément à quelque chose d'extérieur, vous laissez votre eau fuir pour arroser des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Récupérez les projections, c'est boucher ces trous et ramener cette énergie à vous, pour que vous puissiez l'utiliser pour votre propre croissance. Pour ce faire, commencez par analyser vos réactions. Quand vous vous sentez activé, demandez « Qu'est-ce que cela a touché en moi? Cette émotion appartient-elle vraiment à cette situation ou vient-elle d'un endroit plus ancien ?» Définissez aussi de manière claire ce qui est le plus important pour vous dans la vie. Est-ce la paix? La croissance? Votre but? Quand nous savons quelles sont nos priorités, il devient beaucoup plus facile d'ignorer ce qui ne les sert pas. Le résultat est une sorte de force intérieure. Vous ne devenez pas intouchable parce que rien ne vous affecte, mais parce que vous choisissez consciemment où investir votre attention et votre énergie,
en vous concentrant uniquement sur ce qui vous fait grandir. Ce focus sélectif de l'énergie nous mène à l'un des plus grands champs de bataille de la vie moderne, le besoin constant d'approbation. Nous utilisons tous des masques sociaux. Jung a appelé ce masque la persona. C'est la manière dont nous nous présentons au monde pour être acceptés et pour nous intégrer. Le problème n'est pas d'avoir un masque. Nous en avons tous besoin. Le problème est quand nous oublions que c'est un masque et que nous en venons à croire que nous sommes lui. Quand notre valeur en tant que personne en vient à dépendre de l'approbation des autres, nous devenons des esclaves. Notre estime de soi monte et descend au gré des applaudissements ou des critiques. Nous vivons avec la peur de décevoir les autres. Le chemin vers la liberté, selon Jung, est clair. Diminuer notre dépendance au masque et ancrer notre identité dans notre moi vrai et profond. Cela ne signifie pas être impoli ou égoïste, mais plutôt distinguer entre notre rôle social et notre essence. La première étape est simple. Décidez qui a réellement le droit d'avoir une opinion sur votre vie. La vérité est que l'opinion de la majorité des gens n'a pas d'importance. Choisissez un petit cercle de personnes dont vous respectez la sagesse et l'intégrité. Le reste n'est que du bruit de fond. La deuxième étape est de commencer à vous valider vous-même. Au lieu de chercher des éloges à l'extérieur, devenez votre principale source de reconnaissance. Célébrez vos petites victoires. Reconnaissez votre effort, indépendamment du résultat. Commencez à avoir un dialogue interne de soutien, au lieu d'un dialogue de critique. La troisième étape, et peut-être la plus difficile, est d'apprendre à supporter l'inconfort de ne pas plaire à tout le monde. Suivre votre propre chemin, guidé par votre boussole interne, signifie souvent dire non ou décevoir les attentes des autres. Il faut du courage pour cela. Et voici le grand paradoxe. Au moment où vous n'avez plus besoin des applaudissements, votre présence devient véritablement magnétique. Les gens ne sont pas attirés par la perfection du masque, mais par la force de celui qui ose être authentique. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autonomie. Cela signifie que le centre de votre conscience répond à votre maître intérieur, et non au bruit de la foule. Quand nous nous libérons de la prison de l'approbation, notre manière de gérer la critique change complètement. La critique cesse d'être une attaque personnelle et devient simplement de l'information. Et cette information peut être utile ou inutile. Nous pouvons diviser les critiques en deux catégories. Les constructives, qui nous montrent quelque chose que nous pouvons améliorer, et les destructrices, qui ne sont qu'un défouloir de la poubelle émotionnelle d'une autre personne. Sa jalousie, sa peur, sa frustration. L'approche jungienne pour gérer la critique commence toujours par une question à nous-mêmes. Qu'est-ce que cela a touché dans mon ombre? L'ombre est tout ce que nous n'aimons pas ou n'acceptons pas en nous. Si une critique nous affecte de manière disproportionnée, c'est un signe clair qu'elle a touché une blessure ouverte. Si, après une analyse honnête, nous voyons qu'il y a un peu de vérité dans la critique, notre travail est de l'accepter. Nous remercions pour l'information, même si elle fait mal, car elle a éclairé un angle mort et nous a donné une opportunité de grandir. Mais si nous concluons que la critique n'est que la poubelle émotionnelle de l'autre, notre travail est de la renvoyer mentalement à l'expéditeur, sans la laisser nous contaminer. Pensez à un sculpteur travaillant sur une statue. Il peut écouter les opinions des autres. Il peut même utiliser une suggestion ou deux pour peaufiner un détail. Mais il ne perd jamais de vue l'image intérieure de l'œuvre qu'il veut créer. Il suit sa vision. Pour rendre cela pratique, utilisez un filtre en deux étapes. Premièrement, évaluez la source. La personne qui vous critique a-t-elle de l'expérience dans ce dont elle parle? Son intention est-elle de vous aider ou de vous démolir? Si la source n'est pas crédible, la critique perd presque toute sa valeur. Deuxièmement, si la source est crédible, cherchez le noyau d'action. Que puis-je faire, en pratique, avec cette information? Ignorez le ton, les insultes, les généralisations. Ne gardez que ce qui est utile. Cette approche évite les deux extrêmes. Ne pas devenir défensif, ce qui vous empêche d'apprendre, ni vous effondrer dans le doute de soi, ce qui vous paralyse. Toutes les grandes personnes qui ont fait quelque chose de valeur dans le monde ont dû payer le prix de la critique. Ce qui les a différenciés, c'est la capacité d'utiliser ce qui était utile et de jeter le reste, sans jamais perdre leur centre. Garder son calme sous la pression est le test final de notre force intérieure. La pression existera toujours. La vie est pression. Notre moi réactif s'effondre sous la pression, car il essaie de contrôler ce qui ne peut pas l'être.
Il panique quand la réalité ne correspond pas à ses attentes. L'approche jungienne est complètement différente. C'est l'art de maintenir la tension des opposés. Cela signifie être capable d'avoir deux sentiments ou idées contradictoires dans l'esprit en même temps, sans avoir à agir immédiatement. C'est ressentir de la peur et en même temps ressentir du courage. C'est ressentir du doute et en même temps maintenir la détermination. En faisant cela, nous créons un espace intérieur qui nous empêche d'être emportés par une seule émotion, comme la panique. La préparation mentale aide beaucoup. En vous imaginant gérer des scénarios difficiles de manière calme et efficace, vous entraînez votre cerveau pour quand la situation réelle arrivera. Une autre clé est d'accepter l'incertitude. Lutter contre le fait que nous ne contrôlons pas les résultats est un énorme gaspillage d'énergie. Quand nous acceptons l'incertitude, nous libérons cette énergie pour nous concentrer sur la seule chose que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réponses. Pensez à la mentalité d'un guerrier. Il ne va pas à la bataille en pensant que ce sera facile. Il s'attend au chaos, à la résistance, à la difficulté. Et parce qu'il s'y attend déjà, il ne perd pas de temps à s'énerver contre la réalité. Il gère simplement ce qui se présente à lui. Les tactiques à utiliser sur le moment sont simples. D'abord, nommez ce qui vous stresse. Dire « je ressens de la pression à cause de la date limite » lui retire son pouvoir d'y. Deuxièmement, respirez profondément. La respiration calme le système nerveux et vous rend la clarté de pensée. Troisièmement, concentrez-vous sur le prochain petit pas. Au lieu de vous sentir submergé par la tâche, demandez « Quelle est la plus petite chose que je peux faire maintenant pour avancer ?» Ce calme, qui naît de l'acceptation et de la présence, crée un champ de force autour de vous. Il ne fait pas qu'organiser votre monde intérieur. Il calme et inspire aussi les gens autour de vous. C'est votre axe intérieur qui fonctionne en temps réel, transformant le chaos en ordre. Une grande partie de notre souffrance vient de l'attachement, de notre tentative de nous accrocher à des résultats que nous ne pouvons pas garantir. La sagesse de lâcher prise est fondamentale, mais elle est souvent mal interprétée comme de l'abandon ou de la passivité. L'attitude symbolique de Jung offre une vision plus profonde. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est échanger la force brute de l'ego contre l'écoute attentive de la vie. La nature nous donne l'exemple parfait. L'eau d'une rivière. L'eau ne se bat jamais contre un rocher. Elle le contourne simplement. Elle s'adapte. Elle coule, sans jamais perdre son chemin vers la mer. Tenter de contrôler l'incontrôlable, c'est être comme le rocher, rigide, têtu, et finalement, brisé par la force de la vie. Adopter l'attitude symbolique, c'est être comme l'eau. C'est accepter les limites de notre contrôle et commencer à prêter attention aux signaux que la vie nous donne, que ce soit à travers des rêves, des coïncidences significatives ou même des symptômes dans notre corps. La vie essaie toujours de nous guider dans la direction de notre croissance. Notre travail est d'apprendre à écouter. La question clé à se poser constamment est « Est-ce que cela est sous mon contrôle ?» Si la réponse est oui, alors nous agissons avec toute notre force. Mais si la réponse est non, comme les actions d'une autre personne, le temps ou le résultat final d'un effort, alors notre travail est de libérer l'attachement à ce résultat. Nous redirigeons notre énergie vers la seule chose que nous pouvons contrôler, notre attitude et notre réponse. Pour construire ce muscle mental, commencez avec les petites choses. Pratiquez le lâcher-prise dans les petites frustrations du quotidien. La circulation, une longue file d'attente, un changement de plan. Chaque fois que vous parvenez à libérer l'irritation et à vous adapter avec calme, vous vous entraînez. Cet entraînement vous préparera pour, plus tard, pouvoir gérer des pertes et des incertitudes beaucoup plus grandes avec force et sérénité. S'intéresser profondément à quelque chose ou quelqu'un, mais sans être consumé par l'anxiété du résultat, est un signe de grande maturité et accélère immensément notre croissance en tant qu'êtres humains. Dans notre monde plein de bruit, le silence est devenu un acte de pouvoir. Nous ressentons constamment le besoin de remplir l'espace, de nous expliquer, de nous justifier. Mais l'usage conscient du silence peut complètement changer la dynamique de n'importe quelle situation. Le silence crée un espace sacré, un récipient où la vraie perception peut se produire. Quand nous cessons de parler, nous commençons à écouter vraiment. Pas seulement les mots, mais ce qui est derrière eux. Le ton de la voix, les hésitations, le langage corporel. Souvent,
L'autre personne, mal à l'aise avec le silence, commence à révéler plus qu'elle ne le souhaitait. Dans une négociation, une longue pause après une offre peut transférer la pression de l'autre côté. Face à une insulte, le silence est la réponse la plus forte. Vous refusez d'entrer dans le jeu de l'agresseur. Votre silence communique que ces mots n'ont aucun pouvoir sur vous. Le silence délibéré nous aide à nous connecter avec notre sagesse intérieure. C'est dans ce silence que les solutions créatives et les réponses les plus sages apparaissent. La discipline verbale est un signe clair de maturité. Quand nous cessons de gaspiller de l'énergie en mots inutiles, nous conservons notre pouvoir. Et alors, quand nous choisissons de parler, nos mots ont plus de poids et d'impact. Utiliser le silence n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. C'est comprendre que, souvent, ce que nous ne disons pas est bien plus puissant que ce que nous disons. C'est créer un espace pour que la vérité puisse respirer. Le calme n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on entraîne, tous les jours. Tout comme nous allons au gymnase pour entraîner nos muscles, nous pouvons faire des exercices quotidiens pour entraîner notre esprit à être plus serein et résilient. Les routines créent des habitudes qui deviennent notre seconde nature. Des choses simples comme pratiquer la gratitude tous les jours aident à combattre la tendance de notre cerveau à se concentrer sur le négatif. La discipline de tenir de petites promesses envers nous-mêmes, comme faire de l'exercice ou lire un peu, nous enseigne à maîtriser nos impulsions. L'approche jungienne ajoute des outils encore plus profonds à cet entraînement. Tenir un journal de rêve, par exemple, nous aide à comprendre le langage de notre inconscient, qui nous envoie toujours des messages sur ce que nous devons résoudre ou développer. Un autre outil est l'imagination active. C'est, en gros, avoir une conversation avec les différentes parties de vous. Au lieu de vous battre contre votre anxiété, vous pouvez fermer les yeux et lui demander « Qu'est-ce que tu essaies de protéger ? De quoi as-tu peur ?» Ce dialogue interne transforme le conflit en compréhension. Le lien avec le corps est aussi fondamental. Des exercices de respiration, une promenade dans la nature, sentir ses pieds sur le sol. Tout cela nous sort de la prison des pensées et nous ancre dans le moment présent. Tenez de micro-promesses à vous-même. Chaque fois que vous dites « je vais faire ça » et que vous le faites, vous construisez une brique de confiance en soi et vous renforcez le lien avec votre moi plus profond. Chaque petite frustration du quotidien cesse d'être un problème et devient une opportunité d'entraînement. C'est un poids qui renforce votre muscle du calme, parce que dans les moments de grande crise, nous ne nous élevons pas au niveau de nos espoirs. Nous tombons au niveau de notre entraînement. Et cela nous mène à la sagesse finale, qui est l'art de se déplacer en silence. Quand nous avons une nouvelle idée, un nouveau projet, ou quand nous essayons de changer quelque chose en nous, ce potentiel initial est comme une petite flamme, très fragile. Annoncer nos plans au monde trop tôt, c'est comme ouvrir la porte à un coup de vent. Les doutes, les critiques et les opinions des autres peuvent éteindre cette flamme avant même qu'elle n'ait eu l'occasion de grandir. C'est pourquoi les sages ont toujours dit « Parlez moins, faites plus ». Réduire les explications sur ce que nous faisons, ce n'est pas être secret, c'est préserver notre énergie. Chaque fois que nous justifions nos plans, nous dépensons de l'énergie qui pourrait être utilisée pour les exécuter. Nous évitons aussi le piège de tomber plus amoureux de l'image de celui qui promet que du travail de celui qui fait. Protéger cette flamme signifie la laisser grandir dans l'espace sûr de notre silence et de notre dévouement. Nous laissons l'idée mûrir, le projet prendre corps, le changement interne se solidifier. Et alors, quand les résultats apparaissent, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent avec une autorité qu'aucune promesse ne pourrait avoir. Cesser de chercher la validation externe pour nos plans libère une énorme quantité d'énergie pour le travail réel et ancre notre identité dans ce que nous faisons et non dans ce que nous disons que nous allons faire. En assemblant toutes ces pièces, un principe central émerge, la souveraineté intérieure. Être inébranlable, ce n'est pas être une statue sans sentiment. C'est la pratique quotidienne et consciente d'être le maître de son propre monde intérieur. C'est faire en sorte que votre conscience quotidienne travaille en harmonie avec votre sagesse plus profonde. Ce chemin signifie apprendre à observer vos réactions automatiques, sans être contrôlé par elles, à récupérer votre énergie du monde extérieur et à utiliser les critiques comme un outil pour mieux vous connaître. Cela signifie développer la force de supporter les difficultés de la vie sans se briser. La sagesse de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler,
et la maîtrise d'utiliser le silence comme une source de pouvoir. Surtout, cela signifie s'engager dans des pratiques quotidiennes qui vous ancrent et vous renforcent de l'intérieur. L'invitation finale est donc de devenir la personne qui, face au chaos, parvient à s'arrêter, à observer et à choisir sa réponse. La personne qui investit son énergie uniquement là où elle peut faire la différence. La personne qui protège ses rêves, jusqu'à ce qu'ils aient la force de devenir réalité. Le résultat n'est pas une vie sans problème. C'est une vie avec moins de drames, moins de réactivité et plus de pouvoir personnel. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, il s'agit de tout ressentir, mais de choisir qui commande. C'est le chemin pratique pour devenir l'auteur de sa propre vie, au milieu du bruit et de la pression du monde.